Alors, bien, écoutez, on va commencer. Donc, aujourd'hui, on s'intéresse donc aux spermatozoïdes, si petits et pourtant si importants. Alors, le spermatozoïde. En effet, quand on parle d'un spermatozoïde, on parle d'une cellule reproductive d'environ 50 micromètres. On parle uniquement de 50 micromètres. Mais cette toute petite cellule, elle contient vraiment des informations précieuses. Ça reste quand même la cellule responsable à 50% de la création d'un embryon qui peut ensuite devenir un bébé. Donc, d'où l'importance de s'intéresser à ce gamète. Et donc, c'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce important d'analyser le sperme chez l'humain? Alors, tout d'abord, et c'est la triste réalité, environ un couple sur 6 ont des difficultés lorsqu'ils ont le projet de devenir parents. C'est la réalité. Ensuite, par rapport à ces problèmes de fertilité, donc ça a été démontré qu'environ 50% des causes venaient du côté féminin et les autres 50% venaient du côté masculin. Donc, l'origine peut être féminine comme masculine. Donc, voilà pourquoi on doit s'intéresser aussi à la partie masculine. Et après, il est vrai que la tendance de la qualité du sperme est en déclin. Ce sont les analyses scientifiques qui prouvent, notamment sur la concentration, que la concentration a tendance à diminuer au fil des années. Alors, que dit la science? La science, tout d'abord, là, nous avons une étude qui a été réalisée en Tunisie avec des données collectées sur 6 années. Il y a environ 20 000 spermogrammes, 20 000 spermocytogrammes qui ont été réalisés. Et la conclusion a donné que la qualité du sperme pendant ces 6 années était en baisse. Un autre exemple, alors là, c'est une étude à échelle mondiale, puisque donc la qualité du sperme a été comparée entre plusieurs pays de différents continents. Et la conclusion qui a été faite va du même ressort, c'est-à-dire un déclin de la qualité du sperme. Donc maintenant, on se pose la question, pourquoi est-ce important d'analyser le sperme chez l'humain? Alors tout d'abord, c'est vrai que nous, ce qu'on aimerait, c'est un petit peu faire disparaître ce tabou autour de l'infertilité masculine qui persiste encore. On parle souvent d'infertilité féminine, mais on a du mal à parler de l'infertilité masculine. Donc, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on veut nous sensibiliser les personnes à ce sujet. Enlever, donc, en même temps, toute cette stigmatisation qu'il peut y avoir autour de la femme qu'on va pointer du doigt et qu'on va penser responsable en cas d'échec. Le fait d'analyser le sperme va aussi permettre d'adapter le traitement en fonction des résultats, par exemple d'adapter la technique à utiliser. Donc, ça va éviter de longs traitements et également des coûts pour le couple. Et en dernier, donc renforcer le diagnostic et le traitement de l'infertilité masculine. Alors maintenant, juste pour finir cette introduction, donc je vais vous parler des facteurs de l'infertilité masculine. Donc, c'est juste pour attirer un petit peu votre attention sur l'origine des facteurs. Donc, les facteurs peuvent être liés au mode de vie. Donc, des modes de vie, on va par exemple souligner l'obésité, le tabagisme, les drogues, etc. Les situations de stress qui vont affecter la qualité du sperme. Il y a aussi des facteurs internes au corps humain, comme une personne souffrant de diabète, d'un cancer, etc. Ça va aussi là affecter la qualité du spermogramme, parce que donc c'est vrai que la production des spermatozoïdes, elle dépend donc de tous ces facteurs externes. Mais également, un point qui est important à souligner à l'heure d'analyser, de vouloir du moins analyser un échantillon de sperme, c'est aussi que l'analyse de sperme n'est pas seulement utile pour évaluer l'infertilité masculine, elle peut aussi détecter plusieurs maladies, notamment diabète, maladies cardiovasculaires, hypertension artérielle, etc. Parce que donc sachez qu'un homme qui va avoir un problème d'infertilité masculine aura tendance à développer
plus de certaines maladies. Donc, ça nous donne aussi plus d'autres facteurs et d'autres informations sur la santé de ce patient. Donc, voilà pour la première partie d'introduction. Maintenant, j'aimerais donc donner la parole au professeur Justin Boloko-Essimo, président donc des girafes. Alors, j'ai essayé de résumer votre brillant CV sur une diapositive. C'était pas forcément très simple, mais donc voilà, pour vous introduire, pour les personnes ne vous connaissant pas personnellement, donc vous avez étudié médecine et biologie de la reproduction. À partir de là, j'ai pu découvrir que vous aviez fait de nombreux travaux de recherche sur plusieurs thèmes, donc comme l'infertilité du couple, la PMA, etc. Vous avez occupé donc plusieurs postes, notamment donc en tant que professeur, médecin gynécologue. Et à ce jour, donc vous présidez les girafes. Vous êtes également le fondateur et le médecin du centre médical EDIT. Et vous occupez le poste de chef de département de gynécologie obstétrique au sein des cliniques universitaires de Kinshasa. Donc, c'est avec grand honneur, professeur Justin Boloko-Essimo, que je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez nous parler un petit peu du sujet qui nous rassemble aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Madame Elsa. Je m'excuse d'abord du lieu où je suis. Je suis dans un congrès à Yaoundé, un congrès d'endoscopie gynécologique. Je me suis détaché un peu, mais vous aurez du bruit, des gens qui sont un peu tout autour, et aussi que la connexion est un peu instable. Pour ce, je vous demande d'abord, je présente mes indulgences et votre compréhension. Quant au sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, le girafe, comme le nom le dit, le groupe interafricain des recherches, d'études, d'applications en fertilité, en fait, regroupe les gens qui s'intéressent aux problèmes d'infertilité en Afrique. Nous savons que le problème d'infertilité est partout, dans tout le monde, mais en Afrique, c'est plus aigu à cause de la prévalence du problème d'infertilité, où nous avons à peu près 25 à 30% de couples qui ont ce problème d'infertilité. C'est ce qui fait l'intérêt de ce groupe-là, girafe, dont parmi les objectifs, c'est d'étudier l'infertilité dans notre milieu, les causes et puis les facteurs favorisants, d'amener l'information sur le traitement de pointe, donc l'exploration ainsi que le traitement actuel, mettre ça à la disposition des praticiens et deuxièmement, faire le plaidoyer auprès des autorités pour qu'on puisse prendre en compte le problème d'infertilité du couple qui est un problème très aigu, surtout que nos populations sont des populations pronatalistes et vous sentez que quand un couple n'a pas d'enfant, c'est vraiment une mort sociale pour ce couple, pour certains couples. C'est vraiment une mort sociale, d'où il faut apporter quelque chose de plus. C'est ainsi que ce girafe, le groupe-là, le girafe, a été fondé. Et puis, dans nos actions, il y a des congrès, il y a des assemblées générales, il y a la recherche, il y a aussi la formation, comme on l'a fait maintenant. Alors, vous venez de le dire, à l'époque, et surtout dans nos milieux, l'attention était attirée sur la femme. Quand il y avait un problème d'infertilité, tout le monde pensait que c'était la femme qui était responsable. Mais de plus en plus, et surtout avec la science, nous nous rendons compte, comme vous venez de le dire, qu'ils partagent presque à part égale la responsabilité dans le problème d'infertilité. Quand on dit responsabilité dans le problème d'infertilité, in fine, on voit le résultat de tout ce qu'il y a dans l'homme, c'est le spermatozoïde. Avant de pouvoir dire quelque chose sur la cause, on part toujours du spermogramme. C'est un examen clé. Même quand on parle d'infertilité inexpliquée, on vous parle de problèmes d'ovulation, on vous parle de problèmes de la perméabilité tubaire, mais on parle de spermogramme chez l'homme. Donc, c'est un examen clé. Et pour ce faire, nous faisons toujours des explorations de spermogramme, mais il y a lieu d'affiner. Parce que parfois, nous avons certaines lésions qu'on n'arrive pas à bien nous expliquer par des moyens ordinaires, mais si nous avons des laboratoires, des biologistes qui peuvent nous amener très loin dans la compréhension
du problème, ça aiderait de beaucoup comment dirais-je, les soins. J'étais en formation pour le problème de PMA, la procréation médicalement assistée, en Inde. C'est là où j'ai rencontré pour la première fois un appareil de micro-optique. C'était la CASA où on faisait, ça nous permettait de voir les spermatozoïdes, de les compter et ça rendait plus facile le travail. Ce qui veut dire que cette occasion, cette formation, je la trouve très importante pour nous, gynécologues obstétriciens, pour que les biologistes nous donnent l'information en rapport avec le spermatozoïde, qui est un des éléments majeurs dans le problème de l'infertilité, et au besoin nous mettre à notre disposition tout ce qu'ils ont comme moyen pour pouvoir poser le diagnostic et les avancées actuelles dans le domaine. Donc, c'est une formation qui est très importante pour nous et nous avons convié presque tout le monde à y assister pour prendre la science à la source chez Microptique. Voilà un peu ce que je peux dire à ce stade des choses. Super, merci beaucoup. Et du coup, pour venir prendre cette science, on va donner la parole à Gloria Martinez. Donc, Gloria Martinez, c'est une biologiste au sein de Microptique. Donc, elle, au sein de l'entreprise, elle a plusieurs casquettes. Donc, elle est en charge de la partie formation, que ce soit des formations en ligne comme aujourd'hui, ou bien des formations aussi en présentiel. Elle aide l'équipe du support technique. Elle fait plusieurs essais, des tests au laboratoire pour un petit peu continuer à pouvoir développer notre technologie. Elle aide aussi sur la partie installation des systèmes. Elle assiste à des congrès, donc elle a plusieurs responsabilités au sein de l'entreprise. Et donc, elle a aussi une expérience au sein d'une clinique de fertilité ici à Barcelone. Donc, elle a pu travailler à la clinique d'Écheus. Et avant donc, son parcours professionnel, niveau éducation, donc elle a un master en analyse clinique de laboratoire et également une licence en biologie humaine. Donc, je vais maintenant lui céder la parole pour qu'elle puisse donc partager avec vous ses connaissances. Merci beaucoup, Elsa. Je voulais commencer mon explication par la base pour nous poser la question, qu'est-ce que c'est un spermatozoïde? Donc, comme la plupart de nous, on sait qu'un spermatozoïde est une cellule mobile haploïde mâle spécialisée dans la fécondation des gamètes féminins. Les spermatozoïdes sont cellules qui sont formées dans les testicules pendant le processus qui s'appelle spermatogénèse. Et en fait, spécifiquement, la partie plus importante de ce processus est la dernière partie, la spermiogénésis, où il y a la maturation finale. Donc, on doit prendre en compte que la production des spermatozoïdes dans les testicules est fortement affectée par les facteurs externes, notamment le tabac, l'alcool, le stress, comme Elsa vient de vous expliquer. Et de notre côté, par rapport à la maturation des spermatozoïdes, il se donne dans l'épididyme, il y a le transport des spermatozoïdes, et c'est le moment où il y a les changements dans la composition des membranes et aussi il y a l'acquisition de la mobilité. Donc, c'est une étape vraiment très importante, étant donné que c'est là où les spermatozoïdes gagnent de la mobilité. Donc, ici, j'ai remarqué la partie, la spermogénèse, que c'est la dernière étape pour la production des spermatozoïdes. Sur cette image, je voulais vous montrer le corps féminin et pour expliquer qu'une fois éjaculé, les différentes étapes que le spermatozoïde doit accomplir et les différentes modifications qu'ils vont avoir pour finalement féconder sont les suivants. Tout d'abord, dans l'éjaculat, le spermatozoïde doit faire la migration et la survie dans le mucus cervical. Ce sera la première barrière importante pour faire une première sélection. Ensuite, il y aura la migration jusqu'à la trompe de Fallope.
Après, là-bas, il y aura la capacitation une fois que le spermatozoïde peut sentir la présence de l'ovocyte. Après, il y aura la traverse des cellules de cumulus. Ce sont toutes les cellules qui sont autour de l'ovocyte pour les protéger. Après la fixation à la zone pellucide, cela va être une fixation spécifique pour espèces. La réaction acrosomique. Après, on va aussi voir un peu qu'est-ce que c'est l'acrosome, une partie très importante de l'espermatozoïde. Et ici, toutes les cellules autour de l'ovocyte vont être cassées pour libérer toutes les protéines, grâce à toutes les protéines qui sont libérées, qui viennent de l'espermatozoïde. Et le spermatozoïde va traverser la zone pellucide et là-bas, c'est le moment où il va se donner la fusion avec la membrane ovocitaire et de deux pronucléaires. Donc, vous voyez que c'est un processus très compliqué finalement. Il y a toutes des petites étapes qui doivent être suivies. Et l'ensemble de ces étapes et de ces modifications se donne dans les voies génitales féminines. Aussi, je voulais vous présenter une organisation que j'imagine que vous connaissez déjà, l'organisation qui est en charge de préparer et de fournir les guides pour l'évaluation du sperme. C'est l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et elle prépare des manuels chaque décennie, plus ou moins, pour actualiser, pour nous donner les informations sur comment procéder avec l'analyse du sperme. À l'écran, on peut vérifier comment le manuel de l'OMS a évolué depuis l'année 1980, étant celui-ci de 2021 le plus récent et sur lequel on va nous focaliser. Ensuite, je voulais vous présenter les changements qui ont eu lieu dans la nouvelle version du manuel par rapport toujours à la dernière version, la 5e édition. Comme vous voyez à l'écran, il y a ici une liste de différences. Bien évidemment, il y en a plus. Mais aujourd'hui, je voulais focaliser sur ces différences qui sont les plus importantes. Et si vous voulez aussi vérifier les autres, le manuel est bien disponible sur Internet. Il est gratuit. Donc, on vous encourage aussi à le lire. Donc, qu'est-ce qu'on a comme différence pour cette nouvelle version du manuel? Tout d'abord, il y a eu un retour à la classification en 4 groupes concernant la mobilité. Donc, on revient sur les types A, B, C et D. Après, on va connaître aussi les définitions pour chaque groupe. La vitalité, l'analyse de la vitalité des spermatozoïdes est recommandée seulement lorsque la mobilité est inférieure à 40%, la mobilité totale. Concernant les répliques, les langues qu'on doit lire en double, normalement, il n'y a pas besoin de plusieurs répliques pour les tests de vitalité et de morphologie. Aussi, on ne peut pas oublier qu'avec chaque manuel, chaque version, il y a un changement des valeurs de référence pour chaque analyse. Et en fait, les valeurs de référence, cette fois, ils ont été changés par des limites de décision. On va trouver aussi la différence un peu entre ces deux mots. Parce que finalement, on a une suppression de la classification du diagnostic. Si vous rappelez les tableaux avec tous les mots qui finissent par zoospermie, normospermie, oligospermie, etc. Donc, ce tableau est disparu sur la nouvelle version. Mais on imagine que tous les laboratoires vont continuer à l'utiliser, mais enfin, il a disparu du manuel. Et finalement, il est proposé d'évaluer également l'odeur de l'éjaculat, ce qui est un peu controversé, mais il a été ajouté aux données macroscopiques. Ici, je voulais vous montrer qu'après que le nouveau manuel a été publié, on a trouvé quelques articles, plusieurs articles scientifiques qui ont comparé en fait les deux versions du manuel et ont résumé les différences principales. Donc, ce n'est pas quelque chose nouvel que je suis en train d'expliquer, mais il a été déjà expliqué aussi sur quelques articles scientifiques. Donc, si vous voulez, ici, vous avez les références.
Donc, maintenant, je viens de vous présenter le nouveau manuel et comment est-ce que ce manuel est organisé. Il est en fait divisé en trois parties, en trois parts. Alors, d'un côté, on trouve l'examen basique de sperme. Qu'est-ce que c'est l'examen basique? Donc, ce sont des procédures, des routines cruciales pour déterminer les paramètres de sperme, les paramètres dont on va parler tout de suite, que non seulement l'andrologie, mais aussi tout laboratoire qui fait de l'évaluation de sperme peut suivre. Dans ce cas, on a quelques exemples, la mobilité, la vitalité, la concentration, morphologie, etc. Ensuite, il y a l'examen approfondi. Ce sont des tests qui ne sont pas faits par défaut en routine, mais qui peuvent être réalisés dans certaines situations par choix du laboratoire ou par demande spéciale du médecin. Quelques exemples sont les index d'anomalie pour la morphologie, la fragmentation de l'ADN, l'immunologie, la cellule germinale, etc. Et finalement, on trouve l'examen avancé, qui ne sont pas des tests actuellement en routine, comme je viens de dire, mais ils sont plus focalisés sur la recherche et ils peuvent bien sûr nous donner aussi, nous apporter de nouvelles informations sur l'échantillon. Quelques exemples pour finir. On a l'analyse du stress oxydatif, la réaction acrosomique, l'évaluation de la chromatine spermatique, etc. Après, on peut se poser la question, comment s'organiser pour réaliser tous ces tests que le sperme demande de faire, non? Pour obtenir la plupart d'informations, le maximum d'informations qu'on peut. Et quel est le temps qui doit être investi pour chaque paramètre. Donc, voyez, pendant l'analyse de sperme, il est très important de respecter le timing afin de ne pas nuire à la qualité du sperme. Je vais vous expliquer toutes les étapes à suivre lors de l'analyse en manuel, on peut dire, ce que l'OMS explique. Donc, le plus important à faire pendant les premières 5 minutes, après on reçoit l'échantillon, on peut évaluer le volume. Aussi, on doit attendre jusqu'à la liquéfaction est finie et complète, normalement après 20 minutes, 30 minutes. Et bien sûr, les informations macroscopiques qui peuvent nous rendre des informations plus intéressantes, très intéressantes sur l'état de l'échantillon. Par exemple, la couleur, l'apparence, l'odeur, la viscosité, les agrégats, l'utination, etc. Après une demi-heure et avant la première heure, on devra évaluer tous ces paramètres qui dépendent du passage du temps, notamment la mobilité, le pH, la vitalité, les leucocytes si on trouve des cellules rondes. Après aussi, on les verra. On peut aussi préparer les frottis pour la morphologie, pourquoi pas. On peut réaliser les tests MAR, les MAR tests pour les anticorps et les tests biochimiques. Dans les 3 heures, on pourra évaluer la concentration et faire la microbiologie. Et finalement, plus tard, le même jour, on pourra compter, évaluer les formes typiques, la morphologie, et finalement faire l'analyse biochimique des glandes associées si c'est nécessaire, si besoin. Donc voilà, ici un peu un aperçu de comment s'organiser au sein du laboratoire. De la même façon que pour les autres spécialités de laboratoire, le laboratoire où le sperme est analysé doit suivre quelques recommandations, quelques précautions pour éviter la contamination des échantillons et aussi pour protéger les techniciens du laboratoire. Donc, on ne peut pas oublier que le sperme doit être manipulé comme un risque biologique. Il y a quelques exigences de laboratoire. C'est recommandé d'utiliser une blouse, des gants et des récipients pour jeter tous les déchets, non? Les déchets dangereux, l'élimination des objets tranchants, désinfecter toujours, nettoyer, utiliser l'antiseptique pour la peau et maintenir tout à 37 degrés et être sûr que la température est correcte. Alors, quelles sont les caractéristiques du prélèvement de l'échantillon? Oui.
Désolé. Donc, le prélèvement doit être fait par masturbation après 2 jours d'abstinence dans un réceptacle en plastique stérile et si possible à col évasé. C'est vrai que l'OMS dit que dans des conditions exceptionnelles, l'échantillon peut également être prélevé dans un préservatif spécial, mais très important qu'il ne soit pas toxique, parce que sinon, il peut diminuer la qualité des spermatozoïdes, bien sûr. On devra, si possible, éviter le lubrifiant. Et aussi important, toute perte d'une fraction de l'échantillon doit être signalée. Parce qu'après, sinon, si on trouve des altérations pendant l'analyse de la concentration, par exemple, la numération, cela peut être lié à chaque fraction de sperme. Donc, on doit noter s'il y a quelques problèmes pendant le prélèvement. Et finalement, c'est très important d'identifier avec des étiquettes tout le matériel. Les lampes qu'on utilise au laboratoire, l'échantillon, les feuilles épaillées, etc. En ce qui concerne aux données macroscopiques, on en a plusieurs. Ce sont tous les infos à prendre en compte avant de commencer avec le travail de microscope. Ce sont toutes les données qu'on peut vérifier seulement en regardant l'échantillon avec les yeux. Donc, d'un côté, on a la coloration. La coloration peut nous donner des informations importantes sur l'état de l'échantillon, notamment une coloration transparente peut signifier une concentration faible. Et par exemple, notre exemple, une coloration rouge peut être liée à la présence de sang dans l'échantillon. Donc, c'est très important. Concernant le pH peut nous donner des informations sur le fonctionnement des glandes associées et de prostate. Donc, surtout les valeurs basses vont être intéressantes, inférieures à 7,2 peut être intéressant. Après, on a le volume. Le volume est recommandé d'être mesuré à l'aide d'une balance et la limite inférieure est de 1,4 ml. Et le sperm clamping, qui sont les agrégats, les agglutinations, on peut aussi les regarder. Cela, en fait, peut être fait pendant l'analyse microscopique de l'échantillon. Mais, très important, on doit connaître la différence entre les agrégats et les agglutinations. Parce que les premières, les agrégats, sont normalement liés à la viscosité de l'échantillon, s'il y a des brins de muqueuse, par exemple, et peut-être que cela va nous empêcher pendant la manipulation de l'échantillon. Et tandis que les agglutinations peuvent être plus liées aux problèmes immunologiques. Donc après, peut-être qu'on doit faire quelques tests pour les anticorps. Finalement, on a le beurre qui peut être, comme je viens d'expliquer, un peu controversé, mais l'OMS recommande d'évaluer le beurre de l'échantillon. Donc, encore une fois, je vous montre ici la classification de 3 parties de manuel. Et maintenant, on va parler de chaque paramètre. On commence par la mobilité. La mobilité, l'OMS définit 4 groupes. Tout d'abord, on a le type A, les spermatozoïdes type A, qui sont les rapides progressifs. Ce sont tous les spermatozoïdes qui nagent avec une vitesse supérieure à 25 micromètres par seconde, toujours à 37 degrés, la température corporelle. Après, on a les lents progressifs qui nagent avec une vitesse entre 5 et 25 micromètres par seconde. J'imagine que peut-être maintenant vous pensez que c'est compliqué de distinguer entre le type A et le B. C'est vrai, il y a des gens qui sont d'accord avec cette idée, donc on doit faire notre mieux pour bien distinguer ces deux catégories. Après, on a les types C, les non progressifs, qui sont les spermatozoïdes sur place, seulement bouge la tête un peu, et les spermatozoïdes immobiles. Donc, on devra compter 200 spermatozoïdes par réplique, 2 répliques, et
vérifier si la différence entre les deux répliques est acceptable. Il y a ce tableau qui est dans le manuel. Et finalement, sur la mobilité, l'OMS dit que la température ambiante peut être problématique parce que c'est pas la même, il n'y a pas la même température dans un pays, dans un autre. Donc, le mieux, c'est de travailler toujours à 37 degrés, d'échauffer les lames, l'échantillon, etc. Concernant la vitalité, c'est une analyse qui est recommandée de faire lorsqu'on trouve moins de 40% des spermatozoïdes mobiles, la mobilité totale est inférieure à 40% dans le sperme. Et c'est un test qui va étudier l'intériorité de la membrane des cellules. Grâce à cette base, on va trouver deux types de coloration pour le sperme, pour la tête. C'est un exemple de spermatozoïde considéré vivant parce que la tête est blanche. Donc ici, l'éosine ne peut pas entrer dans la tête. Pendant que ces spermatozoïdes, les spermatozoïdes rouges, sont considérés morts parce que l'éosine peut entrer dans la tête. Donc, ce type de spermatozoïdes ont un mauvais fonctionnement de la tête, de membrane, et il ne peut pas expulser les colorants. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver finalement? Si on trouve un pourcentage élevé de cellules vivantes mais immobiles, cela peut être lié aux défauts structurels du flagelle. Et si, par contre, on trouve un pourcentage élevé de cellules immobiles et mortes, cela peut être plus lié en pathologie, aux épidémies, en réactions immunologiques, etc. Très important, pour la vitalité, il n'y a plus besoin de répliques. Je vois qu'il y a quelques questions pour le moment, à savoir, on va répondre à toutes vos questions à la fin de la présentation. Mais si vous voulez, vous pouvez en ajouter plus et après on va les lire tous et répondre. OK. Donc, on passe à la concentration. Il y a plusieurs façons d'exprimer la concentration, pardon. La première est la concentration en spermatozoïdes par unité de volume, mais l'OMS donne plus d'importance au nombre total de spermatozoïdes, qui est finalement le total de spermatozoïdes dans l'ensemble de l'éjaculat, et cela doit être multiplié par le volume de sperme. Et pour quantifier le nombre de spermatozoïdes, il y a plusieurs types de chambres de comptage qui peuvent être utilisées. Ici, sur l'écran, on voit quelques exemples. Il y a les hémocytomètres, notamment les cellules de Malacel, les Neugebauer, etc., qui sont composées par des quadrillages. Et après, on devra compter le numéro de spermatozoïdes et le multiplier par le volume de chaque carré. Et sinon, le champ de comptage Macler, par exemple, où il y a aussi un carrillage et on va aussi compter. Toujours, dans la plupart des cas, 200 spermatozoïdes par réplique. Si la concentration est très faible, on peut tout simplement noter inférieur à 2 millions de spermatozoïdes par millilitre. Et on va trouver de la même façon les tableaux pour vérifier si la différence entre les deux répliques est acceptable ou pas. Par rapport au grossissement au microscope qu'on doit utiliser, on peut utiliser l'objectif de 20, l'objectif de 40 pour faire l'évaluation de la concentration. Et il y a ces formules pour, on doit aussi prendre en compte les facteurs de dilution, on fera plusieurs dilutions pour avoir un numéro acceptable de spermatozoïdes et après revenir sur la concentration originale. On a parlé un peu des méthodes immunologiques et en fait, après, pendant l'analyse de la concentration, on peut aussi trouver des cellules qui ne sont pas des spermatozoïdes, mais ils sont des cellules rondes. Donc, l'OMS dit que s'il y a une concentration supérieure à 1 million par millilitre de cellules rondes,
ce type de cellules peut être des cellules germinales, des cellules qui sont des leucocytes. Donc, on peut faire un marquage spécifique pour les leucocytes. Et un des protocoles qu'il propose, c'est le protocole, le marquage spécifique pour les leucocytes positifs à la peroxydase, qu'ils ont de l'activité peroxydase. Et on va trouver une image comme celle-ci, avec les cellules peroxydase positives marron et tous les autres qui n'ont pas de l'activité peroxydase transparente. Donc, comme ça, c'est facile de compter seulement les leucocytes. Après, pour faire une petite révision de la morphologie d'un spermatozoïde, je vous ai mis cette image. Les spermatozoïdes sont formés par trois parties principales. On a la tête avec le nucléus, le noyau, avec l'acrosome, qui est cette vésicule qui contient des enzymes, des protéines, pour casser toutes les cellules qui sont autour de l'ovocyte dans le moment correct. On a également la piste intermédiaire qui est composée par des mitochondries, ces organules, pour générer toute l'énergie nécessaire pour nager, pour faire toutes les activités de spermatozoïdes. Et finalement, le flagelle. On peut dire que selon l'OMS, un spermatozoïde humain idéal présente toutes ces caractéristiques qu'on peut lire à l'écran. Les spermatozoïdes vont avoir une tête lisse de forme ovale avec des mesures, avec une taille de 5 à 6 micromètres de long, 2,5 à 3,5 micromètres de large, l'acrosome qui doit mesurer entre 40 et 70% de la tête. Et bien sûr, on ne doit pas trouver aucune anomalie de la piste intermédiaire, du flagelle ou de gouttelettes de liquide. Mais à savoir, et on doit faire attention des formes typiques, des formes idéales, n'exclut pas l'existence de pathologies, d'autres pathologies, comme par exemple le flagelle immobile ou la veine endommagée. Sur l'écran, vous pouvez vérifier les tableaux des anomalies pour chaque structure, vous voyez. Donc, c'est facile de classifier chaque spermatozoïde grâce à ces tableaux. Il y a aussi des exemples, des tableaux avec des exemples. Et il y a aussi 3 index qui sont importants, qui peuvent donner plus de valeur aux résultats de la morphologie, qui sont l'index de tératosospermie, l'index d'anomalie multiple et l'index de déformité. Et vous avez aussi la définition pour chaque mot, pour chaque mot dans le manuel. Et ce sont finalement pour décrire la fraction anormale dans l'échantillon. Et quelle coloration utiliser pour la morphologie? Donc, l'OMS recommande d'utiliser Papa Nicolau. Même si c'est une coloration, il s'agit d'une coloration un peu longue, c'est la coloration que l'OMS recommande. Donc, ici, vous voyez une image avec le sperme, le frottis coloré avec le Papa Nicolau. La clé pour faire une bonne analyse consiste à faire une bonne préparation de l'échantillon. Alors, la première chose à faire est de préparer un frottis. Ici sur la vidéo, vous pouvez voir qu'il est nécessaire de mettre en goutte et tout simplement avec une deuxième lame, l'étaler à 45 degrés. Après, on doit laisser sécher et finalement colorer. On a parlé de la morphologie, mais c'est vrai qu'on peut aussi utiliser le frottis pour la morphologie pour compter des cellules rondes. Donc, selon la couleur de chaque cellule et le numéro de nucléus, on pourra aussi compter s'il y a des cellules germinales et on veut en connaître l'origine. Alors, on vient de décrire les tests basiques du sperme, mais à savoir qu'il y a aussi des tests fonctionnels du sperme qui sont compris dans l'analyse approfondie, l'analyse avancée. Donc, le premier test dont je voulais vous parler, c'est la fragmentation de l'ADN. La fragmentation de l'ADN, l'antériorité, a un papier très important pendant 2 processus.
notamment la fusion de l'espermatozoïde et l'ovocyte. Mais non seulement ça, mais aussi le développement de l'embryon. Donc, c'est très important les papiers de l'ADN dans les spermatozoïdes, bien sûr. Et à savoir, dans environ 25 à 30% des cas d'infertilité idiopathique, les hommes présentent des pourcentages remarquables des spermatozoïdes, dont l'ADN est fragmenté. Et quelle est la principale origine qui donne de la fragmentation de l'ADN? Donc, c'est le stress oxydatif. Et ce processus est également fortement associé à des facteurs environnementaux tels que les infections, la consommation de drogues, tabagisme et tous les facteurs qu'on a vus avant avec ça. Pour cette raison, cela va être très important aussi d'évaluer le stress oxydatif, les espèces réactives à l'oxygène. Il y a des kits qui sont soit colorimétriques, soit pour quantifier le numéro de roses qui sont disponibles sur le marché pour lier les résultats avec la fermentation de l'ADN. D'un autre côté, je voulais aussi vous présenter la réaction de l'acrosome très rapidement, qui n'est pas pour connaître comment le spermatozoïde nage ou combien il y a, mais pour connaître si l'acrosome, dont on a parlé avant, est capable d'exploser dans les moments spécifiques où il y a le contact avec l'ovocyte. N'est pas avant et n'est pas après, mais il doit exploser justement lorsque le spermatozoïde rencontre l'eau. Et les anticorps dans le sperme, donc on a parlé des agglutinations, c'est l'étude des anticorps qui peut nous donner des informations sur s'il y a un problème immunologique. Finalement, concernant l'interprétation des résultats, l'OMS nous donne des valeurs de référence un peu modifiées par rapport à la 5e version. Et elle parle non pas de limites de référence, mais de limites de décision. Parce qu'il dit que les limites de référence, en fait, sont créées à partir d'une population de référence, mais il y a des groupes de patients qui ne sont pas représentés par ces limites. Donc, chaque laboratoire peut créer leur propre limite de décision pour chaque type de patient. Et un peu pour résumer, on a dit qu'on peut faire l'analyse de mobilité concentration. Lorsque la mobilité est basse, on peut faire la vitalité pour connaître s'ils sont vivants, ils sont morts. On peut pareillement étudier les agglutinations et les cellules rondes, s'il y en a. On peut aussi distinguer pour les leucocytes. Et pour finaliser ma partie, je voulais seulement remarquer l'importance de la formation du personnel. Il y a plusieurs problèmes qui sont communs lors de l'analyse de sperme, notamment des erreurs de dilution, si le matériel, par exemple la pipette, le microscope ne sont pas calibrés ou nettoyés, ou avec le matériel, les chambres de comptage, les lames, ou pendant le comptage. Donc, la solution pour tous ces problèmes, heureusement, est une bonne formation. Donc, pour ça, on est aujourd'hui ici aussi pour la formation et pour donner plus d'informations sur l'analyse de sperme. Donc, voilà, c'est très important. Eh bien, merci Gloria pour cet exposé bien détaillé. Alors, moi, personnellement, je ne vais pas revenir sur l'importance d'analyser le sperme. Je pense que Gloria l'a très bien détaillé, l'a très bien commenté. Donc, pour ma part, en conclusion, plus que des mots, je voulais partager avec vous quelques images. Alors, cette première image, je vais vous laisser quelques secondes pour l'analyser. C'est une image que particulièrement, je l'aime bien. Et c'est tout simplement pour se poser la réflexion de que voit-on? Est-ce que je vois une personne de profil? Est-ce que je la vois de face? Alors, peut-être que moi, je vais voir une chose, Gloria pourra voir une autre chose, et vice-versa. Un autre exemple, donc, cette image, alors est-ce que c'est une image? Est-ce que c'est une vidéo? Est-ce que ça bouge? Tout dépend en fonction voilà, de notre œil. Quelqu'un peut voir quelque chose et une autre personne peut voir quelque chose
deux totalement différents. Donc, tout ça pour nous amener donc, au sein de notre laboratoire. Que fait le technicien? Donc, il observe. Donc, de ses propres yeux, il va juger la mobilité, la vitalité, la concentration, etc. Donc, c'est pour se poser la question de va-t-on tous voir la même chose? C'est pas forcément évident. Est-ce que là, je vais être capable de différencier les types A, les types B, etc. La même chose donc pour la morphologie, donc surtout qu'il y a quand même un nombre important de spermatozoïdes à calculer pour donner un résultat pour un échantillon. Donc voilà, est-ce qu'il est normal, est-ce qu'il est anormal, comment est la pièce intermédiaire? Donc c'est pas toujours évident avec nos propres yeux de définir. Et donc ce que je voulais vous introduire, c'est cette méthode d'analyse automatique. Donc, entre une image et son analyse automatique, là, du coup, il y a un coup de pouce d'un logiciel, d'une technologie, de l'intelligence artificielle qui a été donc développée pour justement aider le technicien, pas du tout pour le remplacer, juste pour aider à rendre un résultat qui n'est pas toujours évident, voilà, à l'œil nu. Donc, l'analyse automatique, pour vous le présenter très, très rapidement, donc, Microptique se dédie au développement de nos systèmes SCA. Donc, on a deux types de systèmes. On a le SCA Scope, un système tout en un, et un système SCA Évolution, avec un microscope, caméra, ordinateur, qui vont permettre donc d'analyser différents paramètres, notamment mobilité, concentration, morphologie, fragmentation de l'ADN, vitalité, réaction de l'acrosome et leucocytes. Donc, c'était juste pour vous introduire brièvement l'activité principale de Microptique sur l'analyse de sperme en automatique. Et donc, en Afrique de l'Ouest, dans votre région, on a la chance de travailler avec plusieurs centres, des centres voilà, avec qui on collabore, qui nous ont fait confiance et qu'on accompagne dans cette automatisation de l'analyse. Donc, on pourra vous envoyer plus d'informations si vous êtes intéressé. Moi, je vais m'arrêter ici. Donc, un grand merci à vous tous de nous avoir écoutés. J'ai vu passer beaucoup de questions sur le chat, donc on va tout de suite y répondre. Un grand merci également aux professeurs Justine Boloco et Simon et à notre biologiste Gloria Martinez-Gamez. Je vais laisser intervenir à nouveau Monsieur le Président des girafes. Et puis ensuite, nous ouvrirons donc la séance débat et nous répondrons à toutes vos questions. Donc, un grand merci. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Elsa. Je crois que vous avez... c'était une exposé très intéressante. Je tiens à féliciter et à remercier Gloria pour la clarté de l'exposé, ainsi que comment dirais-je, la force de l'information. Et je vous remercie. Je crois que pour ne pas abuser de votre temps, j'aimerais que les gens interviennent ou bien qu'on réponde à des questions. Et sans oublier que Kinshasa vous attend au mois de février 2023 pour le congrès de girafes, où vous allez nous amener aussi la technologie au plein cœur de l'Afrique pour que nous puissions aussi en bénéficier. Voilà ce que je peux dire.